Salut, c'est Timothée, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on lit des livres en entier sur plusieurs épisodes. Alors aujourd'hui, épisode 3 de la lecture de Discours du Suède d'Albert Camus. Donc si vous n'avez pas regardé les deux premiers épisodes, je vous invite d'abord à aller les écouter ou les regarder pour avoir au moins la première partie du texte. Et pour les autres, je vous invite à vous installer confortablement, prendre un café, une tisane, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez, et lisez avec moi ce texte que je trouve absolument magnifique, et j'espère que vous aussi. L'art peut ainsi être un luxe... Oula, ça commence bien. On reprend. L'art peut ainsi être un luxe mensonger. On ne s'étonnera donc pas que des hommes ou des artistes aient voulu faire machine arrière et revenir à la vérité. Dès cet instant, ils ont nié que l'artiste ait droit à la solitude et lui ont offert comme sujet, non pas ses rêves, mais la réalité vécue et soufferte par tous. Certains que l'art pour l'art, par ses sujets comme par son style, échappe à la compréhension des masses, ou bien n'exprime rien de leur vérité, ces hommes ont voulu que l'artiste se proposât au contraire de parler du et pour le plus grand nombre. Qu'il traduise les souffrances et le bonheur de tous dans le langage de tous, et il sera compris universellement. En récompense d'une fidélité absolue à la réalité, il obtiendra la communication totale entre les hommes. Cet idéal de la communication universelle est en effet celui de tout grand artiste. Contrairement aux préjugés courants, si quelqu'un n'a pas le droit à la solitude, c'est justement l'artiste. L'art ne peut pas être un monologue. L'artiste solitaire et inconnu lui-même, quand il en appelle à la postérité, ne fait rien d'autre que réaffirmer sa vocation profonde. Jugeant le dialogue impossible avec des contemporains sourds ou distraits, il en appelle à un dialogue plus nombreux avec les générations. Mais pour parler de tout à tous, il faut parler de ce que nous connaissons. Mais pour parler de tous à tous, il faut parler de ce que tous connaissent et de la réalité qui nous est commune. La mer, les pluies, le besoin, le désir, la lutte contre la mort, voilà ce qui nous réunit tous. Nous nous ressemblons dans ce que nous voyons ensemble, dans ce qu'ensemble nous souffrons. Les rêves changent avec les hommes, mais la réalité du monde est notre commune patrie. L'ambition du réalisme est donc légitime, car elle est profondément liée à l'aventure artistique. Soyons donc réalistes, ou plutôt essayons de l'être, si seulement il est possible de l'être. Car il n'est pas sûr que le mot ait un sens, il n'est même pas sûr que le réalisme, même s'il est souhaitable, soit possible. Demandons-nous d'abord si le réalisme pur est possible en art. À en croire les déclarations des naturalistes du dernier siècle, il est la reproduction exacte de la réalité. Il serait donc à l'art ce que la photographie est à la peinture. La première reproduit quand la deuxième choisit. Mais que reproduit-elle? Et qu'est-ce que la réalité? Même la meilleure des photographies, après tout, n'est pas une reproduction assez fidèle, n'est pas encore assez réaliste. Qu'y a-t-il donc de plus réel, par exemple, dans notre univers, qu'une vie d'homme, et comment espérer la faire mieux revivre que dans un film réaliste? Mais à quelles conditions un tel film sera-t-il possible? À des conditions purement imaginaires. Il faudrait en effet supposer une caméra idéale fixée nuit et jour sur cet homme et enregistrant sans arrêt ses moindres mouvements. Le résultat serait un film dont la projection elle-même durerait une vie d'homme et qui ne pourrait être vu que par des spectateurs résignés à perdre leur vie pour s'intéresser exclusivement aux détails de l'existence d'un autre. Même à ces conditions, ce film inimaginable ne serait pas réaliste. Pour cette raison simple que la réalité d'une vie d'un homme ne se trouve pas seulement là où il se tient. Elle se trouve dans d'autres vies qui donnent une forme à la sienne, vie d'être aimé d'abord, qu'il faudrait filmer à leur tour, mais vie aussi d'hommes inconnus, puissants et misérables, concitoyens, policiers, professeurs, compagnons invisibles des mines et des chantiers, diplomates, dictateurs, réformateurs religieux, artistes qui créent des mythes,
décisif pour notre conduite, humble représentant enfin du hasard souverain qui règne sur les existences les plus ordonnées. Il n'y a donc qu'un seul film réaliste possible, celui-là même qui sans cesse est projeté devant nous par un appareil invisible sur un écran du monde. Le seul artiste réaliste serait Dieu, s'il existe. Les autres artistes sont, par force, infidèles au réel. Dès lors, les artistes qui refusent la société bourgeoise et son art formel, qui veulent parler de la réalité et d'elle seule, se trouvent dans une douloureuse impasse. Ils doivent être réalistes et ils ne le peuvent pas. Ils veulent soumettre leur art à la réalité, et on ne peut décrire la réalité sans y opérer un choix qui la soumet à l'originalité d'un art. La belle et tragique production des premières années de la Révolution russe nous montre bien ce tournant et ce tourment. Ce que la Russie nous a donné à ce moment avec Bloch et le grand Pasternak, Mayakovitch et Essessine, Eisenstein et les premiers romanciers du ciment et de l'acier, c'est un splendide laboratoire de formes et de thèmes, une féconde inquiétude, une folie de recherche. Il a fallu conclure cependant et dire comment on pouvait être réaliste alors que le réalisme était impossible. La dictature, ici comme ailleurs, a tranché dans le vif. Le réalisme, selon elle, était d'abord nécessaire, et il était ensuite possible à la condition qu'il se veuille socialiste. Quel est le sens de ce décret ? En fait, il reconnaît franchement qu'on ne peut reproduire la réalité sans y faire un choix, et il refuse la théorie du réalisme telle qu'elle a été formulée au XIXe siècle. Il ne lui reste qu'à trouver un principe de choix autour duquel le monde s'organisera. Et il le trouve non pas dans la réalité que nous connaissons, mais dans la réalité qui sera, c'est-à-dire l'avenir. Pour bien reproduire ce qui est, il faut peindre aussi ce qui sera. Autrement dit, le véritable objet du réalisme socialiste, c'est justement ce qui n'a pas encore de réalité. La contradiction est assez superbe, mais, après tout, l'expression même de réalisme socialiste était contradictoire. Comment, en effet, un réalisme socialiste était-il possible alors que la réalité n'est pas encore tout entière socialiste ? Elle n'est pas socialiste, par exemple, ni dans le passé, ni tout à fait dans le présent. La réponse est simple. On choisira la réalité d'aujourd'hui ou d'hier, ce qui prépare et sera la cité parfaite de l'avenir. On se vouera donc, d'une part, à nier et à condamner ce qui, dans la réalité, n'est pas socialiste, d'autre part, à exalter ce qui l'est ou le deviendra. Nous obtenons inévitablement l'art de la propagande avec ses bons et ses méchants, une bibliothèque rose, en somme, coupée autant que l'art formel de la réalité complexe et vivante. Finalement, cet art sera socialiste dans la mesure exacte où il ne sera pas réaliste. Cette esthétique qui se voulait réaliste devient alors un nouvel idéalisme, aussi stérile, pour un artiste véritable, que l'idéalisme bourgeois. La réalité n'est placée ostensiblement à un rang souverain que pour être mieux liquidée. L'art se trouve réduit à rien. Il sert et, servant, il est asservi. Seuls ceux qui se garderont justement de décrire la réalité seront appelés réalistes et loués. Les autres seront censurés aux applaudissements des premiers. La célébrité qui consiste à ne pas être ou à être mal lu en société bourgeoise consistera à empêcher les autres d'être lus en société totalitaire. Ici encore, l'art vrai sera défiguré ou bâillonné et la communication universelle rendue impossible par ceux-là même qui la voulaient la plus passionnellement. Le plus simple, devant un tel échec, serait de reconnaître que le réalisme, dit socialiste, a peu de choses à voir avec le grand art, et que les révolutionnaires, dans l'intérêt même de la révolution, devraient chercher une autre esthétique. On sait au contraire que ses défenseurs crient qu'il n'y a pas d'art possible en dehors de lui. Ils le crient en effet. Mais ma conviction profonde est qu'ils ne croient pas et qu'ils ont décidé eux-mêmes que les valeurs artistiques devaient être soumises aux valeurs de l'action révolutionnaire. Si cela était dit clairement, la discussion serait plus facile. On peut respecter ce grand renoncement chez les hommes qui souffrent trop du contraste entre le malheur de tous
et le privilège attaché parfois à un destin d'artiste qui refuse l'insupportable distance où se séparent ceux que la misère bâillonne et ceux dont la vocation est au contraire de s'exprimer toujours. On pourrait alors comprendre ces hommes, tenter de dialoguer avec eux, essayer par exemple de leur dire que la suppression de la liberté créatrice n'est peut-être pas le bon chemin pour triompher de la servitude, et qu'en attendant de parler de tous, il est stupide de s'enlever le pouvoir de parler pour quelques-uns en moins. Oui, le réalisme socialiste devrait avouer sa parenté, qu'il est le frère jumeau du réalisme politique. Il sacrifie l'art pour une fin étrangère à l'art, mais qui, dans l'échelle des valeurs, peut lui paraître supérieure. En somme, il supprime l'art provisoirement pour édifier d'abord la justice. Quand la justice sera, dans un avenir encore imprécisé, l'art ressuscitera. On implique ainsi, dans les choses de l'art, cette règle d'or de l'intelligence contemporaine qui veut qu'on ne fasse pas d'omelette sans casser des œufs. Mais cet écrasant bon sens ne doit pas nous abuser. Il ne suffit pas de casser des œufs, et même des milliers d'œufs, pour faire une bonne omelette, et ce n'est pas, il me semble, à la quantité de coquilles brisées qu'on estime la qualité du cuisinier. Les cuisiniers artistiques de notre temps doivent craindre au contraire de renverser plus de corbeilles d'œufs qu'ils ne l'auraient voulu et que, dès lors, l'omelette de la civilisation ne prenne plus jamais, que l'art ne ressuscite pas. La barbarie n'est jamais provisoire. On ne lui fait pas sa part, et il est normal que l'art ne s'étende pas aux mœurs. On voit alors naître, du malheur et du sang des hommes, les littératures insignifiantes, les bonnes presses, les portraits photographiés, et les prières de patronage où la haine remplace la religion. L'art culmine ici dans un optimisme de commande, le pire des luxes justement, et le plus dérisoire des mensonges. Comment s'en étonner ? La peine des hommes est un sujet si grand qu'il semble que personne ne saurait y toucher à moins d'être comme Keats, si sensible, dit-on, qu'il aurait pu toucher de ses mains la douleur elle-même. On le voit bien qu'une littérature dirigée se mêle d'apporter à cette peine des consolations officielles. Le mensonge de l'art pour l'art faisait mine d'ignorer le mal et n'en prenait ainsi la responsabilité. Mais le mensonge réaliste, s'il prend sur lui avec courage de reconnaître le malheur présent des hommes, le trahit aussi gravement, en l'utilisant pour exalter un bonheur à venir dont personne ne sait rien et qui autorise donc toutes les mystifications. Les deux esthétiques qui se sont longtemps affrontées, celle qui recommande un refus total de l'actualité et celle qui prétend tout rejeter de ce qui n'est pas l'actualité, finissent pourtant par se rejoindre, loin de la réalité, dans un même mensonge et dans la même suppression de l'art. L'académisme de droite ignore une misère que l'académisme de gauche utilise. Mais, dans les deux cas, la misère est renforcée en même temps que l'art est nié. Quelle clairvoyance! Faut-il conclure que ce mensonge est l'essence même de l'art ? Je dirais au contraire que les attitudes dont j'ai parlé jusqu'ici ne sont les mensonges que dans la mesure où elles n'ont pas grand-chose à voir avec l'art. Qu'est-ce donc que l'art ? Rien de simple, cela est sûr. Et il est encore plus difficile de l'apprendre au milieu des cris de tant de gens acharnés à tout simplifier. On veut d'une part que le génie soit splendide et solitaire. On le somme, d'autre part, de ressembler à tous. Hélas, la réalité est plus complexe. Et Balzac l'a fait sentir en une phrase. Le génie ressemble à tout le monde et nul ne lui ressemble. Ainsi de l'art, qui n'est rien sans la réalité, et sans qui la réalité est peu de choses. Comment l'art se passerait-il en effet du réel, et comment s'y soumettrait-il ? L'artiste choisit son objet autant qu'il est choisi par lui. L'art, dans un certain sens, est une révolte contre le monde dans ce qu'il a de fuyant et d'inachevé. Il ne se propose donc rien d'autre que de donner une forme à toutes les réalités qu'il est contraint pourtant de conserver parce qu'elle est la source de son émotion.
À cet égard, nous sommes tous réalistes, et personne ne l'est. L'art n'est ni le refus total, ni le consentement total à ce qui est. Il est en même temps refus et consentement, et c'est pourquoi il ne peut être qu'un déchirement perpétuellement renouvelé. L'artiste se trouve aujourd'hui dans cette ambiguïté, incapable de nier le réel et cependant éternellement voué à le constater dans ce qu'il a d'éternellement inachevé. Pour faire une nature morte, il faut que s'affrontent et se corrigent réciproquement un peintre et une pomme. Et si les formes ne sont rien sans la lumière du monde, elles ajoutent à leur tour à cette lumière. L'univers réel qui, par sa splendeur, suscite les corps et les statues, reçoit de même en même temps une seconde lumière qui fixe celle du ciel. Le grand style se trouve ainsi à mi-chemin de l'artiste et de son objet. Il ne s'agit donc pas de savoir si l'art doit fuir le réel ou s'y soumettre, mais seulement de quelle dose exacte de réel l'œuvre doit se lester pour ne pas disparaître dans les nuées ou se traîner, au contraire, avec des semelles de plomb. Ce problème, chaque artiste le résout comme il le sent et il le peut. Plus forte est la révolte d'un artiste contre la réalité du monde, plus grand peut être le poids du réel qui l'équilibrera. Mais ce poids ne peut jamais étouffer l'exigence solitaire de l'artiste. L'œuvre la plus haute sera toujours, comme dans les tragiques grecs, dans Melville, Tolstoï ou Molière, celle qui équilibrera le réel et le refus que l'homme oppose à ce réel, chacun faisant rebondir l'autre dans un incessant jaillissement qui est celui-là même de la vie joyeuse et déchirée. Alors surgit, de loin en loin, un monde neuf, différent de celui de tous les jours et pourtant le même, particulier mais universel, plein d'insécurité innocente, suscité pour quelques heures par la force et l'insatisfaction du génie. C'est cela, et pourtant ce n'est pas cela. Le monde n'est rien, et le monde est tout. Voilà le double et inlassable cri de chaque artiste vrai, le cri qui le tient debout, les yeux toujours ouverts, et qui, de loin en loin, réveille pour tous au sein du monde endormi l'image fugitive et insistante d'une réalité que nous reconnaissons sans jamais l'avoir rencontrée. De même, devant mon siècle, l'artiste ne peut ni s'en détourner, ni s'y perdre. S'il s'en détourne, il parle dans le vide. Mais inversement, de la mesure où il prend comme objet, il affirme sa propre existence en tant que sujet et ne peut s'y soumettre tout entier. Autrement dit, c'est au moment même où l'artiste choisit de partager le sort de tous qu'il affirme l'individu qu'il est. Et il ne pourra sortir avec cette ambiguïté. L'artiste prend de l'histoire ce qu'il peut en voir lui-même ou y souffrir lui-même, directement ou indirectement, c'est-à-dire l'actualité au sens strict du mot, et les hommes qui vivent toujours n'ont le rapport de cette actualité en un avenir imprévisible pour l'artiste vivant. Juger l'homme contemporain au nom d'un homme qui n'existe pas encore, c'est le rôle de la prophétie. L'artiste, lui, ne peut qu'apprécier les mythes qu'on lui propose en fonction de leurs répercussions sur l'homme vivant. Le prophète religieux ou politique peut juger absolument et d'ailleurs, on le sait, et ne s'en prive pas. Mais l'artiste ne le peut pas. S'il jugeait absolument, il partagerait sans nuance la réalité entre le bien et le mal, il ferait du mélodrame. Le but de l'art, au contraire, n'est pas de légiférer ou de régner, il est d'abord de comprendre. Il règne parfois, à force de comprendre. Mais aucune œuvre de génie n'a jamais été fondée sur la haine et le mépris. C'est pourquoi l'artiste, au terme de son cheminement, absout au lieu de condamner. Il n'est pas juge, mais justificateur. Il est l'avocat perpétuel de la créature vivante, parce qu'elle est vivante. Il plaide vraiment pour l'amour du prochain, non pour cet amour du lointain qui dégrade l'humanisme contemporain en un catéchisme de tribunal. Au contraire, la grande œuvre finit par confondre tous les juges. Par elle, l'artiste, en même temps, rend hommage à la plus haute figure de l'homme et s'incline devant le dernier des criminels. Il n'y a pas, écrit Vildeux, en prison, un seul des malheureux enfermés avec moi dans ce misérable endroit qui ne se trouve en rapport symbolique avec le secret de la vie. Oui,
et ce secret de la vie coïncide avec celui de l'art. Pendant 150 ans, les écrivains de la société marchande, à de rares exceptions près, ont cru pouvoir vivre dans une heureuse irresponsabilité. Ils ont vécu en effet, et puis sont morts seuls, comme ils avaient vécu. Nous autres, écrivains du XXe siècle, ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir au contraire que nous ne pouvons nous évader de la misère commune et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui peuvent le faire. Mais nous devons le faire pour ceux, en effet, qui souffrent en ce moment, quelles que soient les grandeurs passées ou futures, des États et des partis qui les oppriment. Il n'y a pas pour l'artiste de bureau privilégié. C'est pourquoi la beauté, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ne peut servir aucun parti. Elle ne sert, à longues ou brèves échéances, que la douleur ou la liberté des hommes. Le seul artiste engagé est celui qui, sans rien refuser du monde, refuse du moins de rejoindre les armées régulières, je veux dire le franc-tireur. La leçon qu'il trouve alors dans la beauté, si elle est honnêtement tirée, n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de dure fraternité. Ainsi conçue, la beauté n'a jamais asservi aucun homme. Et depuis des millénaires, tous les jours, à toutes les secondes, elle a soulagé au contraire la servitude de millions d'hommes et, parfois libéré pour toujours quelques-uns. Pour finir, peut-être touchons-nous ici la grandeur de l'art, dans cette perpétuelle tension entre la beauté et la douleur, l'amour des hommes et la folie de la création, la solitude insupportable et la foule harassante, le refus et le consentement. Il chemine entre deux abîmes qui sont la frivolité et la propagande. Sur cette ligne de crête où avance le grand artiste, chaque pas est une aventure, un risque extrême. Dans ce risque pourtant, et dans lui seul, se trouve la liberté de l'art. L'art difficile et qui ressemble plutôt à une discipline ascétique, quel artiste le nierait ? Quel artiste oserait se dire à la hauteur de cette tâche incessante ? Cette liberté suppose une santé du cœur et du corps, un style qui soit comme la force de l'âme un affrontement patient. Elle est, comme toute liberté, un risque perpétuel, une aventure exténuante. Et voilà pourquoi on fuit aujourd'hui ce risque comme on fuit l'exigeante liberté pour se ruer à toutes sortes de servitudes et obtenir au moins le confort de l'âme. Mais si l'art n'est pas une aventure, qu'est-il donc et où est sa justification ? Non, l'artiste libre, pas plus que l'homme libre, n'est l'homme du confort. L'artiste libre est celui qui, à grand-peine, crée son ordre lui-même. Plus est déchaîné ce qu'il doit ordonner, plus sa règle sera stricte et plus il aura affirmé sa liberté. Il y a un mot de Gide que j'ai toujours approuvé, bien qu'il puisse prêter à malentendu. L'art vit de contraintes et meurt de liberté. Cela est vrai. Mais il ne faut pas en tirer que l'art puisse être dirigé. L'art ne vit que de contraintes qu'il s'impose à lui-même. Il meurt des autres. En revanche, s'il ne se contraint pas lui-même, le voilà qui délire et s'asservit à des ombres. L'art le plus libre et le plus révolté sera ainsi le plus classique. Il couronnera le plus grand effort. Tant qu'une société et ses artistes ne consentent pas à ce long et libre effort, tant qu'ils se laissent aller au confort des divertissements ou à celui du conformisme, au jeu de l'art pour l'art ou au prêche de l'art réaliste, ces artistes restent dans le nihilisme et la stérilité. Dire cela, c'est dire que la Renaissance aujourd'hui dépend de notre courage et de notre volonté de clairvoyance. Oui, cette Renaissance est entre nos mains à tous. Il dépend de nous que l'Occident suscite des contes Alexandre qui devraient renouer avec le nœud gordien de la civilisation, tranché par la force de l'épée. Pour cela, il nous faut prendre tous les risques et les travaux de la liberté. Il ne s'agit pas de savoir si, poursuivant la justice,
nous arriverons à préserver la liberté. Il s'agit de savoir que, sans la liberté, nous ne réaliserons rien et nous perdrons à la fois la justice à la fois la justice future et la beauté ancienne. La liberté seule retire les hommes de l'isolement. La servitude, elle, ne plane que sur une foule de solitude. Et l'art, en raison de cette libre essence que j'ai essayé de définir, réunit là où la tyrannie sépare. Quoi d'étonnant dès lors à ce qu'il soit l'ennemi désigné par toutes les oppressions. Quoi d'étonnant à ce que les artistes et les intellectuels aient été les premiers victimes des tyrannies modernes, qu'elles soient de droite ou de gauche. Les tyrans savent qu'il y a dans l'œuvre d'art une force d'émancipation qui n'est mystérieuse que pour ceux qui en ont pas le culte. Alors j'ai juste noté ce passage parce que je le trouve très très beau. Chaque grande œuvre rend plus admirable et plus riche la face humaine. Voilà tout son secret. Et ce n'est pas assez des milliers de camps et de barreaux de cellules pour obscurcir ce bouleversant témoignage de dignité. C'est pourquoi il n'est pas vrai que l'on puisse, même provisoirement, suspendre la culture pour en préparer une nouvelle. On ne suspend pas l'incessant témoignage de l'homme sur sa misère et sa grandeur. On ne suspend pas une respiration. Il n'y a pas de culture sans héritage, et nous ne pouvons ni nous devons refuser d'une autre celui de l'Occident. Quelles que soient les œuvres de l'avenir, elles seront tous chargées du même secret, fait de courage et de liberté, nourri par l'audace de milliers d'artistes de tous les siècles et de toutes les nations. Oui, quand la tyrannie moderne nous montre que, même cantonné dans son métier, l'artiste est l'ennemi public, elle a raison. Mais elle rend ainsi hommage, à travers lui, à une figure de l'homme que rien n'use. Mais elle rend ainsi hommage à travers lui à une figure de l'homme que rien jusqu'ici n'a pu écraser. Et on arrive à la conclusion de l'œuvre. Ma conclusion sera simple. Elle consiste à dire, au milieu du même bruit et de la fureur de notre histoire, réjouissons-nous. Réjouissons-nous en effet d'avoir vu mourir une Europe menteuse et confortable et de nous trouver confrontés à de cruelles vérités. Réjouissons-nous en tant qu'hommes puisqu'une longue mystification s'est écroulée et que nous voyons clair dans ce qui nous menace. Et réjouissons-nous en tant qu'artistes arrachés au sommeil et à la surdité, maintenus de force devant la misère des prisons, le sang. Si, devant ce spectacle, nous savons garder la mémoire des jours et des visages, si, inversement, devant la beauté du monde, nous savons ne pas oublier les humiliés, alors l'art occidental, peu à peu, retrouvera sa force et sa loyauté. Certes, il est, dans l'histoire, peu d'exemples d'artistes confrontés avec de si durs problèmes. Mais, justement, lorsque les mots et les phrases, même les plus simples, se paient en poids de liberté et de sang, l'artiste apprend à les manier avec mesure. Le danger rend classique et toute grandeur, pour finir, à sa racine dans le risque. Le temps des artistes irresponsables est passé. Nous le regrettons pour nos petits bonheurs. Mais nous saurons reconnaître que cette épreuve sert en même temps nos chances d'authenticité et nous acceptons le défi. La liberté de l'art ne vaut pas cher quand elle n'a pas d'autre sens que d'assurer le confort de l'artiste. Pour qu'une valeur ou une vertu prenne racine dans une société, il convient de ne pas mentir à son propos, c'est-à-dire de payer pour elle chaque fois qu'on le peut. Si la liberté est devenue dangereuse, alors elle est en passe de ne plus être prostituée. Et je ne puis approuver, par exemple, ceux qui se plaignent aujourd'hui du déclin de la sagesse. Apparemment, ils ont raison. Mais en vérité, la sagesse n'a jamais autant décliné qu'au temps où elle était le plaisir sans risque de quelques humanistes de bibliothèque. Aujourd'hui, où elle est affrontée enfin à de réels dangers, il y a des chances au contraire pour qu'elle puisse à nouveau se tenir debout, à nouveau être respectée.
On dit que Nietzsche, après la rupture avec Lou Salomé, entrait dans une solitude définitive, écrasé et exalté en même temps par la perspective de cette œuvre immense qu'il devait mener sans aucun secours, se promenait la nuit sur les montagnes qui dominent le golfe de Gênes, et il y allumait de gros incendies de feuilles et de branches qui le regardaient se consumer. J'ai souvent rêvé de ces feux, et il m'est arrivé de placer en pensée devant eux, pour les mettre à l'épreuve, certains hommes et certaines œuvres. Eh bien, notre époque est un de ces feux dont la brûlure insoutenable réduira sans doute beaucoup d'œuvres en cendres. Mais pour celles qui resteront, leur métal sera intact, et nous pourrons à leur propos nous livrer sans retenue à cette joie suprême de l'intelligence dont le nom est admiration. On peut souhaiter sans doute, et je le souhaite aussi, une flamme plus douce, un repli, la halte propice à la rêverie. Mais peut-être n'y a-t-il pas d'autre paix pour l'artiste que celle qui se trouve au plus brûlant du combat. Tout mur est une porte, a dit justement Emerson. Ne cherchons pas la porte et l'issue ailleurs que dans le monde contre lequel nous vivons. Cherchons au contraire le répit où il se trouve, je veux dire au milieu même de la bataille. Car selon moi, c'est ici que je terminerai, il s'y trouve. Les grandes idées, on l'a dit, viennent dans le monde sur les pattes de colombe. Peut-être alors, si nous prêtions l'oreille, entendrions-nous, au milieu du vacarme des empires et des nations, comme un faible bruit d'ailes, le doux remue-ménage de la vie et de l'espoir. Les uns diront que cet espoir est porté par un peuple, d'autres par un homme. Je crois qu'il est au contraire suscité, ranimé, entretenu par des millions de solitaires dont les actions et les œuvres, chaque jour, nient les frontières et les plus grossières apparences de l'histoire, pour faire resplendir fugitivement la vérité toujours menacée que chacun, sur ses souffrances et sur ses joies, élève pour tous. Voilà, on vient de terminer la lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir lu avec moi ce texte que je trouve absolument magnifique, Discours de Suède d'Albert Camus. Je vous invite à vous abonner si vous voulez recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. C'était Timothée.